Bonjour à tous, bienvenue dans Alternative sur Média TV. Aujourd'hui, nos deux sujets porteront sur de l'économie. Alors, pas de panique pour ceux n'ayant pas de diplôme en la matière, je vous rassure, c'est aussi mon cas. Simplement, restez bien avec nous car ces deux sujets touchent directement votre porte-monnaie. Deux questions, quelles sont les conséquences économiques sur le long terme de la guerre au Moyen-Orient? Pour en parler, je suis accompagné de l'ami Bachir Thiam, rédacteur en chef à Média TV. Bonjour. Bonjour Mehdi. Et puis à ma droite, je me tourne vers vous, Adil Raïs. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le coprésident du Conseil économique Maroc-Espagne et vice-président de la CGEM pour la région Tanger, Tétouan et El Hoceima. Exact. Et puis la deuxième question, cette fameuse guerre ne serait-elle pas une aubaine pour le tourisme en Europe et au Maroc? Fouad Mesmoudi, DG de Mondo Zénith, nous rejoindra sur ce plateau. Depuis fin février, le Moyen-Orient s'enflamme en cause cette guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Rappelons que ce conflit est avant tout une catastrophe humanitaire pour des milliers de personnes qui perdent la vie ou se finissent déplacées. Avant d'analyser les impacts économiques à long terme de ce conflit, on revient d'abord sur ses conséquences immédiates. Regardez. Flambée des prix de l'énergie, chaîne d'approvisionnement fragilisée, marché sous tension, la guerre au Moyen-Orient redessine l'équilibre mondial. En quelques semaines, le pétrole a bondi de 20%, tandis que les coûts du fret maritime ont parfois doublé. Les carburants augmentent eux de 5 à 15%, les marchés financiers reculent sous l'effet de l'incertitude, et l'or, valeur refuge par excellence, progresse de 5 à 10%. Au cœur des tensions, le détroit d'Ormuz, point clé du commerce énergétique mondial, rappelle la vulnérabilité de l'économie face au conflit. Face à cette crise, le FMI a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour 2026, anticipant un impact durable. À court terme, chaque escalade se répercute immédiatement sur les marchés, accentuant une instabilité déjà bien installée. À vous les studios. Adil Raïs, je me tourne vers vous. Vous avez vu comme moi l'encadrer. La situation économique mondiale se dégrade, on le sait. Supposons que je sois optimiste et que je me dise que l'Iran et les États-Unis trouvent un accord. Est-ce que la situation reviendra à la normale? Je ne le crois pas. En tout cas, tous les experts sont fermes là-dessus. Nous allons avoir à gérer des répercussions pendant des mois, je dirais même quelques années. Il faudrait assimiler cette crise à la dernière crise Covid qu'on a eue. Et ah oui, carrément carrément. Un exemple flagrant, les gens ne le voient pas. Par exemple, l'offre de pétrole des pays de l'OPEP, aujourd'hui, est plus basse que celle que nous avons vécue lors de la période Covid. On a perdu 1 600 000 barils jour par rapport à la période Covid. Pour vous dire l'ampleur je dirais, de la crise que nous vivons. Et cela va perdurer parce qu'un tiers des installations pétrolières... Juste que ce n'est pas compensé par ailleurs, par les États-Unis qui produisent beaucoup plus. Mais les États-Unis produisent, mais aujourd'hui, les chaînes logistiques ne sont pas prêtes pour que nous changions rapidement des pays du Golfe jusqu'aux États-Unis. D'autres pays n'iront pas aux États-Unis, comme la Chine, qui est concurrent des États-Unis, voudra amplifier ses achats en Russie, etc., etc. La géopolitique aujourd'hui mondiale ne permet pas de dire « Ah ok, on remplace celui-là par l'autre ». D'abord, il n'y a pas les capacités qui existaient. Les États-Unis n'ont pas aujourd'hui la capacité de remonter en puissance tout de suite. Ça demande du temps. Et en plus, la géopolitique aujourd'hui ne va pas arranger les choses. Puis surtout qu'en fait, si je comprends bien, on assiste aussi à une guerre des blocs, à un commerce entre alliés presque finalement, et des guerres de devises surtout, en y incluant le Bitcoin. Parce qu'aujourd'hui, il rentre évidemment dans les négociations. Ça va se durcir, ça, cette guerre des clans? Mais je crois qu'elle va s'amplifier. Je n'ai pas de doute là-dessus. Je crois qu'aujourd'hui, entre la Chine et les États-Unis, cela aussi sert la guerre stratégique que mènent les États-Unis à la Chine. Il n'y a pas de pétrole, peu de pétrole. N'oublions pas, 42% des importations de pétrole chinois viennent des pays du Golfe. Donc cette fermeture du détroit d'Ormuz n'arrange pas les choses pour la Chine. Donc certainement, on verra les blocs se constituer, se maintenir, s'approfondir même
entre le bloc chinois, Russie, etc., le bloc américain, le bloc européen, qui veut trouver son espace aussi. Vous voyez qu'ils sont au milieu de tout cela. Et oui. Mais ce détroit d'Ormuz, vous l'avez mentionné, c'est incontournable, le détroit d'Ormuz. Mais est-ce que finalement, il va rester aussi incontournable? Parce qu'on est en train de voir qu'en fait, finalement, l'Iran, demain, ils peuvent bloquer l'économie mondiale quand ils veulent. Est-ce qu'on n'irait pas vers peut-être une diversification Mais oui et non. Oui, et la Russie. Qui est aujourd'hui capable de fournir. Qui en fait refait un coucou sur la scène internationale parce qu'avant on leur tournait un peu le dos, là aujourd'hui on se retrouve un peu obligé. Oui, absolument. Voilà. On tourne le dos à la Russie. Les États-Unis sont en train d'essayer d'alléger un peu les sanctions pour qu'il y ait un peu plus de pétrole qui circule. Les Européens ne sont pas d'accord en raison de la guerre d'Ukraine. Donc c'est très difficile. Mais si nous disons aujourd'hui est-ce qu'il y a des possibilités autres, oui, le Venezuela qui peut reprendre, il y a le Mexique qui peut avoir réellement un rôle à jouer plus important. Il y a les pays africains, Nigeria, qui a du pétrole. Donc en fait, c'est un peu une aubaine pour ces pays-là, en fait, finalement, de se dire, en fait, on va exister maintenant, c'est une occasion pour nous d'exister sur la scène internationale. Oui, mais alors, ça ne se fait pas tout de suite. J'imagine, évidemment. Alors, on se projette dans 10 ans. Cette guerre, est-ce qu'elle sera perçue comme un conflit, on va dire, parmi tant d'autres, parce qu'il y a eu plusieurs guerres, même récemment, ou un tournant majeur pour l'économie mondiale? Non, c'est un tournant majeur. Franchement, c'est un tournant majeur parce que je crois que beaucoup d'entreprises n'ont pas appris tout à fait ce qui s'est passé durant le Covid. Ils sont revenus à leur habitude. Et aujourd'hui, les secteurs d'activité, les engrais, aujourd'hui, sont dépendants de cette région. Le plastique, le polyéthylène, 40% de la production, de l'exportation mondiale vient de ces régions. Et les entreprises aussi, elles restent délocalisées, non? Délocalisées, je pense à Dubaï notamment. Oui, et on se rend compte Dubaï, c'est exact, c'est une place importante au niveau commerce international. Ah oui. C'est une plateforme. Et tout le monde est allé installer son site logistique, ses bureaux, des Européens, des Américains, à Dubaï. Tout cela est à remettre en cause. Vraiment, oui, il y aura un changement. Mais il y aura un avant. Juste pour peut-être rassurer les gens aussi, il faut dire que d'Ormuz, c'est important, mais ce n'est pas le cœur battant du commerce mondial. Il faut le dire, c'est 20% des énergies. C'est quand même 20%. Mais attention, c'est 20% de toutes ces énergies dont on parle. Ce n'est pas que le pétrole, le gaz et tout compris. C'est qu'aujourd'hui, si on ouvrait Venezuela, il l'a dit, M. Raïs, si Venezuela se mettait à le faire, ou la Russie se mettait aussi à produire et commercer normalement, ça aurait équilibré tout de suite. Le Nigeria qui monte en puissance, d'autres pays aussi sur le continent montent en puissance. Et que donc les marchés se réorganisent en fonction des besoins. Parce que les États-Unis ont battu le rappel des tanks pour venir chercher le pétrole. Parce qu'ils en ont à jeter par terre. Vous parlez du continent africain. Est-ce qu'on peut imaginer éventuellement un déplacement des investissements vers des zones un peu plus stables, peut-être, comme l'Afrique du Nord? Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a une possibilité, je dirais, qu'on n'avait pas avant. Cette possibilité, c'est que c'est une vraie alternative. Mais il faut qu'on construise cette alternative, nous. C'est pas, ça ne se dit pas comme ça se dit rapidement. Pas, quoi. Mais ce n'est pas si clair que ça. Ces pays du Golfe ont bâti leur économie pendant des années avec des moyens colossaux. Bien sûr. Donc on peut être une alternative, mais il faut y travailler, il faut mettre un peu les bases, il faut investir, il faut s'ouvrir, il faut simplifier. Tout ça, c'est important. Évidemment, ça prend du temps. Un mot sur les dépenses militaires, parce que ça aussi, ça a pris de la place, évidemment, dans ce conflit. Je rappelle quand même qu'on se disait, en début avril, que le coût de la guerre contre l'Iran s'élevait à environ 500 millions de dollars par jour. Alors ma question elle est assez simple. Est-ce que ces guerres entre grandes puissances, les dépenses en tout cas qu'on y met, peuvent se faire au détriment d'autres secteurs de l'économie? C'est clair. Je crois et on va avoir quels seront les impacts justement de ça? Avant la crise, aujourd'hui la pression qu'a exercée Trump sur les pays européens pour remonter leurs dépenses à 5%, on a vu ce qui s'est passé avec l'Espagne, on voit avec ce qui se passe avec la France, etc. C'est une pression énorme. Aujourd'hui, et encore, il dit que la France n'a pas fait assez. D'accord, c'est ça. Mais on est en train d'arbitrer. Et l'arbitrage se fait sous la pression des Américains. L'existence de l'OTAN peut être mise en jeu. Oui, je crois qu'aujourd'hui, les dépenses militaires peuvent certainement grignoter des dépenses sociales et autres parce que ça devient stratégique, fondamental, etc. Oui. Je parlais en introduction, parce qu'ils vont dire évidemment que je l'ai pas fait. Évidemment, parlons de votre porte-monnaie, chers téléspectateurs. Est-ce que ça va avoir un impact direct sur le porte-monnaie de nos concitoyens?
Je crois que c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. C'est Oui, déjà le mais cas. je veux dire, là on parle du long terme, hein, je rappelle évidemment. Oui, je crois que le long va terme, ça veut simplifier dire, long terme, si vous parlez de 15 ans, 20 ans, je crois qu'on trouvera d'autres situations différentes, mais d'ici 2-3 ans, certainement, l'effet sera là. Le FMI a publié hier ses hypothèses basées sur la crise. Alors nous partons sur un taux d'inflation beaucoup plus élevé qu'avant. On parle aujourd'hui de 4,4 peut-être. On peut dire jusqu'à 6% dans l'hypothèse la plus négative ou la plus pessimiste. Aux États-Unis, l'indice des prix de production sont remontés à 4,4%. Malgré tous les efforts, la tension qu'il y a autour de la Fed, etc. Donc l'inflation, c'est quoi? C'est du pouvoir d'achat qui part. Oui. Et cela ne va pas se régler tout de suite. Alors, quand il y a inflation en plus, il y a une cascade d'autres décisions, c'est-à-dire les banques centrales sont obligées de remonter le taux d'intérêt. Quand on dit remonter le taux d'intérêt, l'économie souffre. La construction, l'endettement des personnes, les entreprises d'investissement, etc. C'est une cascade de problèmes. Nous maintenons l'optimisme, mais il faut être réaliste. Aujourd'hui, oui, la situation actuelle génère pas mal de problèmes économiques. Je pense juste qu'il a résumé la situation en disant moins de stabilité, donc c'est moins d'investissement, conséquence, moins de croissance. Tout à fait. C'est le triptyque, quoi. Je crois que ça résume toute la situation qu'il vient décrire, parce que simplement, est-ce que ça nous touche? Oui, évidemment. Parce que tout de suite, quand le baril de pétrole monte, à la pompe, ça réagit. Oui. Donc c'est le client final qui paye encore, c'est nous. Donc c'est automatique, hein. Je pense qu'il n'y a pas de secret. La stabilité, c'est ça qui régule l'économie de manière générale. S'il n'y a pas de stabilité, rien ne se joue. De confiance. Et confiance. L'économie a besoin de confiance. Et parlons d'un autre sujet, évidemment, qui touche la guerre, le tourisme. Le tourisme est impacté aussi. Hein. Ceux parmi vous, peut-être, qui prévoient leurs vacances, voient peut-être déjà ces effets négatifs sur la guerre. Le point sur la situation avec Dounia Dimou. Des hôtels vides, des réservations presque inexistantes, des employés congédiés. La guerre impacte aussi le tourisme mondial. D'abord à Dubaï. Fin mars, l'occupation des hôtels n'atteignait que 23% contre 90% un mois auparavant, selon la société d'analyse Lighthouse. Mais le paradis des influenceurs n'est pas le seul lieu touché. Selon le cabinet Tourisme Economics, 2026 verra une perte de 116 millions de touristes hors Moyen-Orient. Les raisons ? Le prix du carburant augmente, les billets d'avion aussi en conséquence. Mais ça n'est pas tout. Le nombre de vols internationaux est réduit. En cause, la fermeture partielle ou totale des hubs situés au Moyen-Orient. Enfin, les voyageurs redoutent les destinations à risque. Même les survolés peuvent faire peur aux touristes. Ainsi, se rendre jusqu'en Asie peut représenter un danger pour une partie des voyageurs qui décident de ne pas s'y rendre du tout, finalement. À vous, les studios. La magie de la télévision, Fouad Mesmoudi nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc DG de Mondo Zénith. Si vous voulez, ouais. Qu'il est humble. C'est ma sœur qui gère Mondo Zénith. Il faut préciser évidemment que c'est une entreprise familiale et que vous avez fondée avec votre père. Voilà, que papa a créé. Et là, c'est les enfants qui gèrent. Ça fait plaisir d'avoir des acteurs de Tanger autour du plateau. Merci. Bon, vous avez vu vous aussi donc, ce sujet de Dounia Dimou. Donc vous accompagnez les gens lors de leur programmation de voyage, en quelque sorte. Est-ce que vous constatez un changement depuis le début de la guerre sur le secteur du tourisme? Est-ce que vous le constatez dans votre travail? Au niveau Maroc, effectivement, on peut dire qu'on a plus de demandes qu'auparavant. Certes, il y a plus, certaines, surtout, on va dire, nos pays voisins, que ce soit la France ou l'Espagne surtout, ils viennent nous rendre visite beaucoup plus il y a plus de fluidité, il y a beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on va moins loin, quoi, en fait. Tout à fait. Oui. Ouais, grâce ou à cause de la guerre, je ne sais pas, mais je dirais que le court courrier donne plus accès à notre nouvelle clientèle, on va dire. Alors tout à l'heure, on parlait des nouvelles puissances qui émergent un peu face au manque d'investissement, etc. Là, on se dit qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui voyagent au Moyen-Orient très souvent, qui vont en Arabie Saoudite, qui vont à Dubaï. Ils vont beaucoup moins y aller, là, j'imagine, avec ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient. Est-ce que des pays comme le Maroc, tiens, par hasard, pourraient en profiter? Certes, le Maroc, je pense
que déjà, on commence à en profiter. Ouais. Comme je vous ai dit, déjà, à cause de de cette tension géopolitique, sachant que le Maroc est un pays qui est vraiment, grâce à sa stabilité institutionnelle et sa proximité avec l'Europe, donc oui, on reçoit beaucoup plus de demandes qu'auparavant. D'accord. Surtout, C'est ce que vous constatez, il y a plus de demandes. ouais. C'est pas que le Maroc Bachar, récupère par défaut aussi ces touristes-là. Par défaut, je dis bien. Parce que ceux qui partaient à Dubaï, ils y vont aussi pour autre chose, qu'ils ne vont pas trouver au Maroc ou ailleurs. Ils vont à Dubaï. Donc ceux-là, peut-être, ne partent plus parce que la situation ne le permet pas. Mais ceux qui partaient pour du plaisir, pour du loisir, peuvent justement ce qu'on appelle le système de transfert. Ils ont switché, on va dire, sur notre pays qui... Ouais, tout à fait. Alors, c'est bien sur le court terme de se dire, tiens, c'est bien, c'est bien, évidemment, toute raison gardée, qu'on a des gens, un afflux de gens qui viennent, etc. Comment, concrètement, on peut transformer un coup de chance en avantage sur le long terme? Déjà... Je parle du Maroc, évidemment. Bon, déjà, l'avantage que nous avons, comme je vous ai dit, on a 2 littoraux. On a la Méditerranée, l'Atlantique. Ouais. On a des villes impériales. On a des montagnes. On a des déserts. On a des hôtels de toutes catégories confondues. Que ce soit haut de gamme jusqu'à chez l'habitant, quoi. Ouais, jusqu'à chez l'habitant. On est un pays très accueillant. C'est vrai. Et cela nous permet justement de pouvoir rapatrier ces gens-là qui avaient l'habitude de voyager, découvrir d'autres pays, de venir au moins quelquefois au Maroc. Et si on veut les garder, on devrait garder aussi notre service et notre savoir-faire. Ne pas se laisser aller et dire « Ah, ça y est, on a gagné ». Et je vais parler aussi sous le respect des deux intervenants en face de moi. Parce que je pense que le vrai luxe aussi dans ce domaine aujourd'hui, c'est carrément une destination plutôt perçue comme stable. Je pense que la stabilité, on parlait de ça, la confiance, la stabilité, ça conditionne tout justement pour les séjours, surtout quand le monde du transport aérien est perturbé parce qu'on a peur d'être, permettez-moi le terme, coincé quelque part ailleurs. Donc on a besoin de rentrer chez soi. On se rappelle des images de Donc Dubaï, on va vers vraiment là où c'est stable, là où c'est sécure, là où on peut rentrer facilement chez soi si tout tournait mal. Au cas de pépin. Voilà. Alors, moi, j'ai une question parce que ça a été quand même, pour certains pays, je pense même à la France, d'ailleurs, qui n'est pas si loin de nous, un problème, le surtourisme. Là, ça a été évoqué. C'est assez récent d'ailleurs qu'on commence à en parler. Alors, ce n'est pas forcément du coup une chance pour tout le monde, le surtourisme. Est-ce que les infrastructures marocaines sont prêtes à faire face à ça? Nous sommes déjà prêts. On l'a déjà démontré avec l'événement de la Coupe d'Afrique. Bien sûr, de la CAN, oui. On continue sur la même voie parce qu'il y a le mondial qui arrive. Et donc, il y a aussi saturation en Espagne et au Portugal. Donc, nous, grâce à ça, on récupère pas mal de ce marché-là. Et l'Europe, dans tout ça, elle va profiter de cet afflux de touristes aussi. Est-ce que l'Europe va être concernée aussi, comme le Maroc, par ce coup de chance, entre guillemets? À certains pays, peut-être la Grèce. Portugal aussi, voilà. L'Italie. Voilà. Je pense aussi que toutes les destinations stables, de manière générale, peuvent tirer profit de cette situation confise dans le Moyen-Orient. Tout ce qui partait pour le loisir, en tout cas Dubaï et consorts, aujourd'hui peut-être c'est Ibiza, c'est Marrakech, etc. C'est des destinations comme ça, phares aussi dans ce domaine, qui attireront ce genre de clientèle. D'autres qui viennent pour du business, ce qu'on appelle le maïs, dans son jargon, donc viendront au Maroc parce qu'il y a des congrès, il y a des conférences, il y a des incentives et des exhibitions, effectivement de plus en plus. Donc ça peut. Puis il y a le mondial 2030 qui va ramener des gens. Donc, mais juste avant le mondial, il y a, comme disait le maïs, il y a énormément d'entreprises qui viennent au Maroc pour leurs séminaires, leurs congrès, leurs incentives. Et ça, c'est très important pour nous. Ce conflit au Moyen-Orient, et puis ce qui se passe un peu dans le monde à droite et à gauche, est-ce que c'est un sujet pour vos clients? Est-ce qu'on vous en parle quelquefois? Franchement, en tout cas, nous, moi qui suis souvent en contact avec les clients, parce que je les accompagne aussi et tout, on évite de parler de ça. On essaie de profiter des beaux paysages que nous avons, de l'ambiance, de la bonne cuisine. Et voilà, pourquoi parler d'un truc... Justement, les gens, s'ils viennent, c'est pour essayer de faire un break et d'oublier. Malgré que, grâce aux informations, on est poursuivi, on sait, on est au courant de ce qui se passe de jour en jour. Mais bon, nous, en tout cas, dans mon cas, moi, j'essaie d'éviter. Vous êtes donc entre le Maroc et l'Espagne, vous aussi,
Adil. Oui. Est-ce que vous constatez que sur le plan économique, il y a des investissements à faire, que des choses vont se développer en tout cas? Est-ce que le Maroc se prépare petit à petit aussi à ça? Est-ce qu'on en a conscience, je veux dire? Au niveau touristique, au niveau de l'investissement global? Des infrastructures touristiques. Je crois que l'Espagne a commencé à s'intéresser au Maroc il y a très longtemps, pas maintenant. Il y a eu une période où il y a eu des investissements importants, un tassement et un retour depuis 6, 7, 8 ans, je parle de tourisme, qui est important. Il y a beaucoup de chaînes espagnoles importantes qui sont là présentes. On peut parler de Barcelone, on peut parler de Catalogne qui va investir, plein de chaînes importantes. Je crois que il y a une relation entre le Maroc et l'Espagne qui est en train d'aller très loin, vraiment très loin, vers une interdépendance, vers une continuité industrielle. Je peux parler de l'industrie automobile, par exemple, je connais. Il y a une telle interdépendance, une pièce qui est fabriquée ici, qui vient de l'autre côté pour se compléter, pour exporter. Le tourisme aussi, on est en train de construire réellement un espace entre les deux pays qui est très favorable. Oui. L'Espagne, et en plus le sud de l'Espagne, et le nord du Maroc sont très proches historiquement, l'architecture, la culture, etc. Et les Espagnols ont compris ça. Ils ont compris ça et ils sont en train de mettre le paquet. Et aujourd'hui, en termes de visiteurs pendant cette période de Pâques, Semana Santa, il y a eu énormément d'Espagnols qui viennent. Alors là, quand vous parlez la possibilité ou la chance pour essayer de profiter, il faut qu'on mette les moyens. Oui. Par exemple, les sociétés ou les bateaux entre Maroc et l'Espagne, entre surtout Tanger, Tarifa, on doit les démultiplier. Entre Tanger, Med et Algeciras, aussi démultiplier. Avoir une politique tarifaire qui soit convenable. Aujourd'hui, c'est un problème majeur. Donc tout ça, il faut l'ajuster. Moi, le tourisme aussi, c'est une marque. Oui. Alors, le touriste qui va à Dubaï, c'est un touriste qui est particulier. Il cherche à Dubaï ce qu'il ne trouvera pas au Maroc. Le Maroc a été toujours deux choses, à mon avis, hein, je parle sous ton contrôle. C'est un pays qui a vendu la culture, un dépaysement important. Et aujourd'hui, il y a le tourisme d'affaires, surtout les réunions, les meetings, etc., qui croient surtout à Marrakech. Donc on doit diversifier ça. Alors, je ne suis pas d'accord avec celui qui dit « ils ne vont plus aller nager à Dubaï, ils viendront nager au Maroc ». Le Maroc a besoin de construire une politique touristique balnéaire. Liée à son identité aussi, surtout. Parce que les étrangers, je ne parle pas des Marocains résidant à l'étranger. Oui. Les étrangers ne viennent pas passer ici les vacances d'été pour nager. Non. Pourquoi? À part Agadir, à part quelques villes, nous avons un littoral extraordinaire, mais nous n'avons pas pensé réellement à comment adapter le littoral pour que les touristes viennent ici, juillet, août, comme en Italie, comme au Portugal, comme en Espagne, comme au sud de la France, passer l'été, nager et profiter de la mer. Il faut qu'on accompagne, parce qu'on a tout. Il faut qu'on l'accompagne par un investissement intelligent, par une construction de marques intelligentes, etc. Et j'imagine que c'est des choses qu'on va mettre en place. Dernière question, Fouad. Alors, moi, en ce qui me concerne, j'ai regardé un peu les prix des billets d'avion. Parce que je vous avoue, je vais être témoin de mariage bientôt. Je voulais retourner à Paris parce que j'ai un ami qui se marie. Puis quand j'ai vu le prix des billets, je vous avoue que je me suis dit, j'ai peut-être pu lui proposer quelqu'un d'autre. Alors, on parlait du porte-monnaie de nos téléspectateurs. Est-ce que vous auriez un conseil pour nos téléspectateurs qui se disent « Bon, je vais acheter un billet, là, ça me fait un peu peur les prix. Est-ce qu'il y a des petites techniques, quel conseil vous donnez à vos clients vous, Le seul conseil que je puisse donner, c'est de prévoir son voyage en amont. Voilà. Et maintenant, nous, en tant qu'agence de voyage, on a de la concurrence avec tout ce qui est Internet. Là, sur Booking, sur plein de réseaux, on trouve des billets beaucoup moins chers que nous, on puisse vendre. Malheureusement, avant, on vendait que ce soit l'arabe, que ce soit Iberia, n'importe quoi, il y avait une commission sur chaque billet. Maintenant, ça y est, maintenant c'est un fees que tu prends sur un billet que tu vas trouver. Mais moi, parfois, je prends un billet pour un client. Donc le client, en fait, dans tout ça, il est perdu, c'est pas... Il est perdu, il n'est pas si perdu. Il se retrouve bien. On m'appelle, on me dit hey, « Regarde, j'ai trouvé ce billet, tu peux me le prendre et moi, je te le régalerai plus tard. » Ah oui, d'accord. Ça, c'est... Oui, bon. Mais bon. Mais écoutez, mais c'est ce qu'il dit, quoi. Il y a des jours et des heures, des périodes. Ça, voilà. Mais bon, on m'a dit que c'était peut-être une légende. Des heures, des périodes où il faut y aller ou pas, quoi. Parce que tu attends la veille d'un week-end. Le mardi soir, je crois, c'est ça? Mardi et jeudi, à ce qui paraît.
Ah oui. Ouais. À ce qui paraît ou c'est vrai? À ce qui paraît. Attention, les téléspectateurs veulent savoir. Non, non, ils mais regardent écoutez, une émission pour savoir. je peux pas. On donne assurer des un truc, informations je suis pas vérifiées. sûr. Je peux pas. Attends, il faudrait pas me mettre dans le piège. Je peux pas assurer. On m'a dit que le mardi. Bon. Effectivement. Écoutez, je vérifierai pour vous, très chers téléspectateurs. Merci Adil Raïs, coprésident du Conseil économique Maroc-Espagne et vice-président de la CGEM Tanger Tétouan El Hoceima. Fouad Mesmoudi, DG de Mondo Zénith. Et mon fidèle acolyte Bachir Thiam, rédacteur en chef à Média TV. Merci d'avoir été avec nous pour cette demi-heure. Et merci évidemment à la régie. Et restez sur Média TV. À bientôt.